Bonjour Alexia Seda, Bonjour. bienvenue chez Dounia Reçoit, émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve, qui est une émission en ligne. Merci beaucoup, de l'invitation. Je suis Euh, très contente, parce que je regardais l'émission, l'année dernière, sans me douter qu'un an plus tard, je pourrais, participer. Donc je suis très, très contente. Bah, écoute, nous aussi, parce qu'en plus, si tu participes, c'est parce que tu nous as sorti un petit livre encore tout chaud, là, qui est sorti vers la mi-mai, vers le 16 mai, Oui, je crois, qui a déjà fait, enfin, où tu as déjà participé à des oui, salons importants. oui, Tu- Et puis, donc, je vais le dire, hein, c'est La nuit sera mon domaine. Donc, c'est aux éditions Time Lapse, donc d'Alexia Seda. C'est un roman qui est très, très particulier, très original. Donc, on va en parler, mais d'abord, je te demanderai de te présenter un petit peu. Et puis après, petit à petit, on va parler de ton écriture, du style que tu aimes, des auteurs que tu aimes, éventuellement du cinéma. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on garde le suspense. Donc, à toi. Bah, moi, je suis professeure de français au collège, mais avant d'être professeure de lettres modernes, j'ai fait des études d'arabe littéraire et de dialecte égyptien. Donc, j'ai toujours été passionnée par la culture arabo-musulmane, la culture orientale au sens large, parce que je m'intéresse aussi à l'Inde et au Japon, par exemple. Mais voilà, le parcours personnel et des études a fait que, à un moment, je suis allée plutôt vers les lettres modernes, donc françaises, et j'ai laissé un peu de côté ma passion pour l'Orient. Enfin, un petit peu, hein, pas complètement. Et quand je me suis mise à écrire, naturellement, j'ai eu envie de raconter des histoires dans un univers inspiré des pays arabo-musulmans. Et voilà, maintenant, je suis professeure plutôt à temps partiel et je garde du temps à côté pour écrire et en faire une véritable deuxième activité. Alors, je vais te poser la question traditionnelle que je vais. Pourquoi l'imaginaire? Parce que là, tu as parlé des contes. Tu as écrit un roman qui s'appelle Amlouve aussi. Oui. C'est de la fantaisie, mais est-ce que c'est le même domaine? C'est un Alors, autre domaine? mm, oui, la nuit sur mon domaine, c'est vraiment une réécriture des Mille et Une nuits, donc c'est un peu à Hmm. part. Mais la plupart des romans, parce que j'en ai plusieurs, et des nouvelles que j'ai écrites, se déroulent dans un univers qui est toujours le même, l'Empire de l'Aube, avec différents pays, forcément différents peuples, un système de magie plutôt inspiré, enfin plutôt une magie un peu spirituelle liée à la puissance des femmes, notamment. Les Amelouves, c'est un peu ça. Et donc la plupart de mes récits se rattachent à cet univers-là et sont plutôt de la fantasy, globalement de la fantasy adulte ou young adulte. Mais La nuit sur mon domaine est vraiment un projet atypique, pas seulement au niveau du genre, mais aussi par rapport au type d'histoire que je peux écrire. Et en même temps, on retrouve vraiment toujours, je tourne quand même toujours autour des femmes, de récits donc féministes, l'Orient, questionner le regard sur l'Orient. Et puis les problèmes un peu politiques, enfin les questionnements Hmm. et de société notamment aliénantes pour les femmes ou pour tout le monde. Là, c'est c'est global, c'est dans toute ton écriture. Très Ce n'est pas souvent, uniquement le roman dont on va parler. tout Hmm, à fait. d'accord. Mm. Et, euh, et l'imaginaire, donc, qu'est-ce qui t'a amené à l'imaginaire? Alors, Tu aurais pu c'est écrire des policiers, des oui, romans c'est vrai. psychologiques. C'est comme Monsieur Jourdain, je faisais de l'imaginaire sans savoir. En fait,
maintenant que je côtoie beaucoup de gens qui lisent et écrivent de l'imaginaire, je vois bien que j'ai pas forcément la même expérience. Je suis pas tombée dedans depuis que je suis petite ou adolescente. J'avais lu Harry Potter, j'avais essayé Le Seigneur des Anneaux, mais j'avais vite reposé le livre. Et c'est plutôt en lisant de la littérature, notamment jeunesse, en tant que professeur, Mmh. pour conseiller mes élèves ou pour étudier ce type de littérature, que j'avais lu Le Clan des Hautori. Mmh. Et j'avais beaucoup aimé, je ne sais plus l'autrice, Liane Hearn, ça y est, ça me revient. Et j'avais beaucoup aimé et j'ai eu envie d'écrire Le Clan des Hautori, mais version monde arabe. Et c'est quand j'ai envoyé, alors ça c'était il y a très longtemps, quand j'ai envoyé ce premier manuscrit, mais l'univers de l'Empire de l'Aube a émergé au moment de cette écriture de manuscrit, il y a exactement 19 ans. Quand j'ai envoyé ce manuscrit, les retours d'éditeurs me disaient que c'était de la science-fiction. Donc Ah! moi j'étais très étonnée parce que je voyais pas le rapport entre ce que j'avais écrit et la science-fiction. En fait, c'était de la fantaisie, mais j'étais pas encore très au fait des différents genres de l'imaginaire, quoi. Et depuis, bah, je me refais une culture de l'imaginaire, donc j'essaye de lire dès qu'on me parle de certains auteurs incontournables. J'essaye de privilégier les auteurs et autrices français et françaises si possible, mais voilà, j'essaye de me refaire une culture depuis 15 ans, un petit peu, parce que j'ai un peu pris pour moi du retard, parce que voilà, j'en lis pas depuis longtemps. J'avais une culture bah, très classique, en fait, de futurs professeurs de français. Et donc tu n'as pas lu, les livres qui sur les étagères de tes parents, comme certains auteurs qui ont découvert Non. la science-fiction comme ça? Non, pas Non, non. pas spécialement, un petit peu, Mmh. mais vraiment très peu et depuis, je me vois pas alors j'ai écrit un petit peu, d'autres récits qui sont pas forcément de l'imaginaire ou qui frôlent entre, on sait pas trop si c'est de Mmh. l'imaginaire ou de la blanche et même La Nuit sur un domaine peut être classée, en blanche aussi parce que c'est pas complètement un univers de fantasy avec un système de magie bien expliqué et cetera. C'est pas tout à fait des contes non plus. Enfin, j'aime bien jouer avec, les genres aussi, Avec mais c'est vrai les que l'imaginaire offre un terrain de jeu, assez depuis que j'ai créé, l'Empire de l'Aube avec, ses peuples et cetera, oui, j'ai envie de jouer dans cet univers-là au maximum et de relier les histoires entre elles. C'est-à-dire que les lecteurs le savent pas, puis j'ai assez peu de textes publiés pour l'instant. Mais moi, il y a souvent des liens, des personnages récurrents ou, je sais que telle histoire se rattache aussi, à un pays de mon univers, quoi. alors, tu as aussi, donc, tu écris autant des nouvelles que des romans finalement? Et est-ce que quand tu écris des nouvelles ou des romans, est-ce que c'est des démarches différentes? Est-ce que ce sont des objectifs différents en dehors du fait d'écrire un texte court et un texte plus long? Oui, bon, il y a quand même, forcément le temps, le temps qu'on y passe, à Ah écrire, mais oui? aussi à le former dans sa tête, à l'imaginer. C'est sûr qu'un roman, bon, en général, c'est même pas 1 an, c'est plus, quoi. C'est souvent je suis quand même, je m'aperçois qu'au fur et à mesure des années, je réécris beaucoup. J'ai rarement un manuscrit, qui n'a pas été réécrit, il date de telle année, puis il a été réécrit 2 ans après et puis après je le reprends et donc un roman, vu le temps que ça prend d'écriture, plus les réécritures et cetera, il va m'accompagner pendant quand même un certain nombre d'années de ma vie, ce qui n'est pas toujours le cas des nouvelles. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose du point de vue de, pour moi, l'ampleur, forcément de l'univers. On Une nouvelle, il peut y avoir un univers derrière, très fourni, mais ça va être vraiment, il y a un choix quand même de quel, petit bout d'histoire je vais raconter en assez peu de pages. Il y a aussi la construction, j'essaye tout quand même souvent la nouvelle, il y a alors pas forcément un twist final, mais une fin plus abrupte, peut-être plus surprenante que le roman pour moi. Les personnages forcément en nombre et en approfondissement, Mmh. même s'il faut des personnages quand même approfondis, hein, pour les nouvelles, mais c'est vrai que
c'est quand même plus restreint et en même temps, je pense, qu'il faut aller vers une certaine efficacité presque immédiate dans la nouvelle, démarrer plus vite aussi, même si ça vaut pour le roman aussi. Mais voilà, j'aime bien écrire les nouvelles parce que ça me permet de, j'écris quand même, je passe du temps quand même, hein, à écrire, une nouvelle. Je pense pas écrire très, très vite, mais ça permet d'explorer un thème ou une façon d'écrire même. Ça peut être aussi un jeu. Et je sais que ça va me prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais je vais pas partir sur des années. Je sais que je suis un peu plus audacieuse peut-être quand j'écris des nouvelles. Je peux tenter des choses. Le roman, bon, c'est un peu plus compliqué de tenter une nouvelle forme sur des centaines de pages. Oui, sauf si tu pars d'office sur un texte un peu original, ce qui est le cas d'ailleurs de La nuit sera mon domaine, dont on parlera après, parce qu'elle a aussi une forme très particulière, Oui, c'est cette vrai. histoire. Et donc, tu nous as parlé de l'Orient Oui, et je t'avais posé quelques questions avant parce que ça m'avait intriguée. Effectivement, tu as fait des études, bon, bah, c'est une des langues de l'Orient que tu as oui, étudiée, donc l'arabe. L'arabe, je dirais, mais tu as quand même étudié, parce que enfin, quand on fait de l'arabe, on est obligé d'apprendre un dialecte pour pouvoir pratiquer. c'est Et du ça. coup, tu as appris l'égyptien. Ah bah oui. Alors, pourquoi l'égyptien? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière ou est-ce que c'est juste les pyramides? Alors, les pyramides peut-être, hein, vont compter. Plus que les pyramides, c'est la fascination des Français pour l'Égypte, hein. Je pense là-dessus, euh, j'ai une culture vraiment occidentale, française, même si j'ai des origines plus diverses. Et donc, les Français, en général, beaucoup de Français sont fascinés par l'Égypte. C'est aussi parce que c'est la langue du Moyen-Orient la plus répandue, qui est la mieux comprise par les pays arabes en général, parce que notamment au XXe siècle, il y avait un cinéma égyptien très dynamique avec des chansons aussi, et c'est toujours le cas pour les chansons. En tout cas, le cinéma, ça, je suis pas sûre. Mais l'égyptien peut être compris par pas mal euh, d'arabophones, même d'autres pays. Il y a un rayonnement de l'Égypte international aussi. Bon, il y a l'histoire de l'Égypte antique hein, aussi qui m'intéressait, mais moi je préfère encore l'Égypte médiévale. L'histoire de l'Égypte médiévale, les Fatimides, les Mamelouks, etc., qui est un petit peu moins, c'est une histoire qui est un peu moins connue des Français en général. Donc voilà, donc l'arabe, bah, c'était l'Égypte, ça a été assez évident. Peut-être que j'ai été influencée par ma mère qui adore l'Égypte, mais bon, ça, c'était pas très clair dans ma tête. Ça a été voilà, et j'aurais pu choisir le maghrébin. J'ai des origines algériennes. Et je ne parle pas l'algérien ni le kabyle. Mais je sais pas, j'étais plus attirée décidément par l'Orient parce que le Maghreb en arabe ça veut dire l'Occident, hein. C'est l'Occident des pays arabes. Et décidément, je regardais vraiment du côté voilà, Moyen-Orient et jusqu'à l'Inde, hein. Je suis intéressée, je connais pas du tout les langues indiennes, mais je suis vraiment intéressée par la culture indienne. Bah, écoute, après toute cette mise en perspective, on va attaquer le roman lui-même. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet? Comment tu es venu à écrire cette histoire? Parce qu'en fait, on peut dire ce sont un peu les préquels des Mille et une nuits que tu as imaginé. Oui, alors oui, au début c'était, alors il y a eu vraiment plusieurs phases. Le noyau, on va dire, du texte, puisqu'il y a plusieurs strates. Le noyau qui est un récit un peu d'aventure, 7 jours avant la disparition d'une jeune fille, date de 2014, donc on est sur plus d'une dizaine d'années. Ah oui. Et mon projet était vraiment préquel des Mille et une nuits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avant que Scheherazade raconte des contes à un tyran pour sauver sa vie? Voilà, comment on en arrive là? Et au fur et à mesure, j'ai repris le texte, je dirais,
Alors, je l'avais réécrit déjà plusieurs fois. Et je l'ai repris il y a 3 ans pour en faire vraiment un récit de fantasy, où là, j'ai un peu simplifié parce qu'il y avait déjà des jeux avec des témoignages, des textes un peu insérés, un peu un jeu littéraire. Et je trouvais ça, comme le texte ne prenait pas preneur, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop atypique. Et voilà, je l'ai retravaillé à la sauce un peu plus fantasy. J'ai rajouté un génie parce que je trouvais ça sympa. J'ai un peu simplifié des choses, un peu modernisé la langue aussi, qui était quand même très littéraire, très influencée par la littérature arabe classique, par mes lectures des Mille et une Nuits et par mon côté prof de français. Donc voilà, j'ai vraiment retravaillé cette version-là, et c'est cette version-là en novella. Donc c'était assez, ça a toujours été à la base une novella, plus longue qu'une nouvelle, mais pas vraiment un roman. Et c'est cette version qui a été, qui a intéressé Timelapse, donc jeune maison d'édition rennaise. Et en retravaillant le texte avec Hélène Boulard, bah finalement, le petit bébé est devenu grand, la novella est devenue roman parce que on a complexifié, étoffé, repris des fragments que j'avais écrits 10 ans auparavant, alors réécrit. Je me suis fait plaisir puisque Hélène m'a donné carte blanche sur. Elle était enthousiaste à chaque fois que je lui proposais. Bah tiens, je vais insérer un petit extrait épique à l'intérieur d'une histoire. Ah oui, 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 j'ai envie de mettre un peu de poésie. Ah oui, oui, oui. Enfin, donc voilà, j'ai rajouté vraiment plein de choses et c'est vraiment à l'image de Mille et une Nuits où c'est un recueil très composite. Dont la genèse s'étale sur plusieurs siècles. C'est un texte à la base, les premiers contes, on suppose que les premiers contes datent du cinquième siècle et sont de langue indienne. Donc peut-être qu'il y a de ça hein, aussi dans ma fascination. C'est passé par la Perse, donc l'Iran au 8e siècle, dans le monde arabe au 9e siècle, avec pas mal de récits qui se passent à Bagdad et au Caire. Et puis après, ça arrive jusqu'au 18e siècle en France, où Antoine Galland fait une traduction, mais vraiment à sa manière, vraiment pour un public français. Et c'est cette traduction française, enfin même réécriture hein, française, qui va être le support de traduction étrangère et de réécriture européenne. Et après, ça atteint le monde entier puisque les Anglais vont l'amener jusque aux États-Unis, en Australie, etc. Donc en fait, c'est voilà, c'est un texte qui de toute façon est ouvert, libre, composite. Et moi, à mon petit niveau, parce que c'était quand même un texte assez court, je voulais jouer avec ça, jouer avec les genres, jouer avec les époques. Je fais des anachronismes complètement assumés. Je mélange une ambiance de café moyen-oriental du début du XXe siècle, alors que l'action se passerait plutôt dans une sorte de Moyen Âge, plus ou moins fantasmé. Je mets un personnage qui devrait exister autour du Xe siècle, avec des éléments qui sont peut-être beaucoup plus anciens. Enfin voilà, c'est vraiment géographie très libre, chronologie très libre, parce que les Mille et une Nuits, de toute façon, les contes montrent ces différentes strates. En fait, quand on lit un conte des Mille et une Nuits, on ne sait pas trop si on n'est pas spécialiste, on ne sait pas trop si on lit un peu de l'Inde, un peu de l'Inde du 5e siècle, un peu du monde arabe du milieu du Moyen Âge, et si on lit Galland, un petit peu beaucoup de la cour de Versailles en fait, début 18e siècle. Donc voilà, donc ça a été vraiment étoffé avec différentes strates. Et la nouveauté, le côté inédit vraiment du projet de cette année, c'était d'enrober encore plus, comme si c'était pas assez compliqué. Alors, la lecture n'est pas compliquée, hein. Pour autant, enfin, j'ai essayé de rendre la lecture quand même aisée, mais pour enrichir, euh, je- j'ai essayé de retrouver, enfin de trouver, non, pas retrouver, de chercher, de trouver la voix de Scheherazade mûre. Mm. Donc là, on a aussi le témoignage de ce personnage mythique qui nous révèle qui elle est vraiment derrière la figure mythique, et puis qui va même critiquer son projet initial, puisque on l'imagine, elle a plus de 40 ans, et elle réfléchit si est-ce qu'elle a vraiment gagné sa liberté à être enfermée avec un tyran
Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est bien après Mille et une nuits, puisque Mille et une nuits, ça fait 3 ans, hein, donc moi, j'imagine qu'il s'est passé, quelques décennies encore et voilà, elle s'interroge, un peu, où elle en est, tout en racontant, la genèse et la naissance des Mille et une nuits. Elle s'interroge un peu à, «Et moi maintenant, j'en suis où?» et aussi et les paroles des autres femmes. Ce qui était pas, j'avais pas poussé cette réflexion-là dans le projet 1 projet et là, c'est vraiment le travail avec, Timelapse, où ça m'a poussé à approfondir et les autres femmes dans l'histoire. Il y a pas que Scheherazade, l'héroïne, qui sauve, le royaume, les femmes du royaume et donc le royaume tout entier, et même, sauve le tyran de sa tyrannie. On a essayé de travailler vers une réflexion plus poussée et même une autre fin. J'ai osé changer la fin des Mille et une nuits. Et d'ailleurs, tu as effectivement des personnages de femmes et d'hommes d'ailleurs assez forts, assez, oui, fouillés. Il y a sa sœur, il y a Oui, sa nourrice, il y a son père, et puis il y a cette espèce de génie là, qui arrive, qui fait un peu, qui rappelle un petit peu les génies qu'on peut avoir dans les films et les dessins animés. D'ailleurs, mmh, c'est assez comique. Donc, oui. c'est, C'est vraiment un jeu, hein, justement, il y a beaucoup de jeux, intertextuels, des clins mm, d'œil, mm, alors forcément avec la littérature classique, avec, les contes en général, mais aussi, bah, Mille et une nuits, Génie, on a des images, forcément, des films, des adaptations et donc, oui, clairement en faisant le Génie, j'avais, un peu à la manière d'un personnage, dans les films de Disney, le contrepoint, l'ami un peu sympa qui ajoute un peu de légèreté. Et puis, un génie quand même un peu atypique. En même temps, un génie, c'est forcément atypique, mais il est ni homme ni femme. Il, ne se satisfait pas des catégories humaines, de genre. Donc ça me permettait aussi de mettre un peu de modernité aussi dans mon texte parce que c'est quand même mm. des réflexions, très actuelle, alors sans être du tout, sans avoir eu une réflexion poussée sur la question. Mais voilà, il m'est apparu comme ça, ce génie. Il était à la fois homme, à la fois femme. Et comme il est dans un harem avec la protagoniste, ça permettait aussi de parler de ça, les idées reçues sur le harem. Dans le harem, il y a des hommes en fait. Il y a des eunuques, il y a aussi des hommes qui ont rendez-vous avec les femmes. On traite aussi d'affaires dans un harem. Et le génie se fait aussi un peu la voix de tout ça en disant vos catégories, elles riment un peu à rien, c'est un peu sclérosant quoi. Donc il y a ce personnage-là, et puis c'est vrai que les autres personnages, la protagoniste, elle dit le récit central dans la narration de Sherazade est découpé en 7 jours comme un compte à rebours. Mm. Et chaque jour est à la fois alors un jeu, avec un genre des Mille et une nuits, hein, qui est un peu mis à l'honneur dans chaque jour, mais aussi, un peu comme un adieu à un personnage ou à un lieu Mm. d'ailleurs. Hem Et je me suis interrogée, savoir si les personnages devaient revenir ou pas, mais bon, ma structure était vraiment comme ça depuis le début. Et je fais donc on parle des personnages, mais en fait, ils n'apparaissent, à part le génie, la plupart n'apparaissent qu'une fois et c'est, un peu, chaque jour est un peu un huis clos avec, un peu un tête-à-tête avec, cette jeune fille qui décide de faire quelque chose hem, de très courageux dans son monde à elle, et l'interlocuteur ou l'interlocutrice est pas trop au courant de son plan, un petit peu secret, un petit peu mystérieux, et on comprend au fur et à mesure voilà, qu'elle fait ses adieux et que voilà On va et que laisser voilà un petit et peu elle fait de ses adieux. voilà. Et en fait, ce qui a, c'est, tiens, parce que tu as cité les harems tu parles aussi, parce qu'il y a dans ton roman, il y a la novella, et puis après, il y a quelques articles, quelques textes qui sont un peu une sorte de nomenclature. Et tu Mmh. parlais des harems et de la représentation. Est-ce que tu as retravaillé ça, je pense, dans Oui, ton texte? De oui. quelle manière que tu as retravaillé cette vision du harem, du hammam, enfin Mmh. de tout ce qui,
de tout l'imaginaire exotique et clinquant qu'on peut avoir ici sur ce monde, quoi. Ah bah, ça a été, je pense, le chapitre qui m'a donné le plus de fil à retordre et il a doublé de volume. Donc finalement, la novella, elle a presque doublé de volume aussi. C'est comme ça qu'à un moment, on pouvait plus trop parler, de novella. En fait, on allait vraiment, vers le petit roman et le chapitre, du harem est en plus au milieu. Donc il était déjà plus grand que les autres, chapitres, que les autres jours. C'était un peu un moment, vraiment charnière. Et à force de le retravailler, à un moment, en fait, il y avait ma réflexion sur l'orientalisme, qui Mhm. a interféré dans le travail de réécriture. C'est-à-dire que, la première version, je me suis pas posé, autant de questions que ça sur la vision de l'Orient et je j'assume mon parcours qui fait que j'ai été fascinée. C'est ce que j'explique en effet à la fin du roman. J'explique un certain nombre de choses, sur l'histoire du texte et aussi mon parcours, avec ce texte. Et entre la version d'il y a 10 ans et la version actuelle, et moi d'il y a 10 ans et moi actuellement, bah, j'ai un peu avancé sur ces questions. Et les visions de femmes lascives dans le harem, c'est plus possible ou c'est plus... on peut pas s'arrêter à cette vision-là. En plus, le roman est clairement... donc veut jouer avec les clichés, les idées reçues, et aussi est clairement féministe. Donc il y avait aussi cette réflexion-là. Et la scène du harem, par définition, il y avait quand même un certain nombre de clichés. Je les ai peut-être pas tous vus d'ailleurs, mais on a retravaillé avec Hélène aussi ces clichés orientalistes. Et du coup, je me suis redocumentée, enfin, je me suis documentée davantage sur le harem, mais en cours de correction et de retravail. Donc, j'ai pas pu mener un travail aussi approfondi que j'aurais aimé en termes de documentation, parce qu'à un moment, enfin, je pouvais pas me lancer. Ah oui. Dans des recherches alors que j'étais en correction, en phase de correction. Mais voilà, j'ai demandé aussi l'avis de quelques personnes et j'ai essayé de montrer déjà que bah, sociologiquement, c'est pas forcément ce qu'on croit, même si c'est quand même un lieu de femmes, hein. Mais il n'y a pas que des femmes et elles ne font pas que attendre. Et ça, c'est déjà, sociologiquement, historiquement, vrai. Et en plus, moi, parce que ça reste quand même un récit, d'imaginaire, Mhm. et moi, en plus, j'insiste sur avec cette nourrice qui est aussi masseuse dans le harem, qui est un peu la gardienne de ce harem et son nom, joue avec le mot, mère en arabe. C'est un peu la mère de toutes ces femmes dans le harem. Et voilà, et c'est une femme qui assume et qui défend quelque part euh, pour elle une forme de liberté à l'intérieur du harem. Mais la jeune fille va pas être tout à fait d'accord avec cette liberté qui pour elle n'est pas suffisante, mais une forme de liberté, alors liberté sexuelle, liberté enfin, en tout cas, pouvoir plus que liberté, puisque elle estime que les femmes sont maîtresses du harem et tirent les ficelles, en fait, du royaume aussi dans le harem. Ce qui est en partie vrai aussi, hein, d'ailleurs, Mhm. je pense, historiquement, mais voilà, il y a eu vraiment beaucoup de corrections parce que dès qu'on enlevait des clichés, on en retrouvait, en fait. On est, même si on a de bonnes intentions, on est pétri de visions orientaliste, c'est-à-dire un regard occidental sur un domaine d'études, un certain nombre de pays que les Occidentaux décident d'être un domaine d'études. Donc, moi, j'ai lu des auteurs et des penseurs et des chercheurs orientalistes qui n'avaient pas forcément tous des mauvaises intentions, mais il faut pas oublier que toutes les connaissances orientalistes, enfin une partie des connaissances orientalistes et des artistes orientalistes étaient fascinés certes par l'Orient, mais leur vision a aussi servi des projets colonialistes, impérialistes. Enfin voilà, donc de toute façon, on a tous des biais. Ça fait partie, on a forcément des biais culturels. Et en plus, même ma fascination pour l'Orient n'était pas vierge de vision orientaliste parce que c'est pas possible en fait quand on a une culture française. Même par rapport à l'Égypte, j'ai un projet actuellement où je travaille beaucoup plus sur l'Égypte et justement on réfléchit à notre vision de française sur l'Égypte. Et forcément, c'est une vision de française. Elle est forcément biaisée. Et, euh, et en fait, tu me semble que tu as parlé aussi, alors
je continue. Le cadre du roman. Tu as mélangé plusieurs univers. Oui. Alors, j'ai mélangé beaucoup de villes du Moyen Âge, comme Bagdad, Le Caire, fatimide, donc c'est 10e siècle, un peu de Samarcande, ça fait un peu recette, j'ai saupoudré d'un peu de Samarcande, un petit peu d'Inde aussi. Euh, des cafés, donc plutôt du début du XXe siècle. Même le hammam, alors harem, et à l'intérieur du harem, il y a un hammam. Mm. Je me suis inspirée à la fois d'un hammam du centre du Caire, du XVe siècle, et aussi de témoignages qu'on me donnait de hammam du Maghreb actuellement. Euh, j'ai mélangé quoi encore? Plein de choses. De toute façon, j'ai vraiment mélangé les époques et aussi les géographies parce que il y a des lieux réels, comme voilà. Alors la ville, elle est un mélange de tout ça. Et d'ailleurs, je le dis dès le début du texte, cette ville pourrait être Bagdad, etc. Mais peu importe en fait. On s'en fiche. Enfin voilà. Avec un port quand même, puisque les Ah mille oui, et une oui. nuits. Alors ça, c'est parce que techniquement, en fait, j'imaginais beaucoup Bagdad et l'Égypte et le Caire, je veux dire. Mais j'imaginais un petit peu de Bassora aussi, et à Bassora, il y a un port. Il y a un Et port. c'était important pour moi qu'il y ait un port parce que les 7 jours, c'est aussi un exil paradoxal de la protagoniste. Et elle va, sans trop en dévoiler, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors normalement, l'exil, par Mhm. définition, et je joue avec les attentes beaucoup dans le roman, et elle est dans un port, elle rêve d'aventure. Donc on imagine qu'elle va aller, elle va sortir et elle va partir en aventure. Et en fait, pas du tout. Elle va rentrer et elle va rentrer de plus en plus dans l'intérieur jusqu'à un espace très 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 réduit. confiné, oui, oui. Ouais, et même intime. Mm. Donc voilà. Donc déjà, c'était techniquement, j'avais besoin D'un d'un port. Bagdad avec un port. Et après, c'est le mélange des images dans ma tête. J'ai tellement lu de choses sur les mille et une nuits et j'ai tellement lu de contes des mille et une nuits, sans avoir tout lu, mais que souvent, voilà, j'avais beaucoup d'images dans la tête et j'étais un peu gourmande, j'avais envie de parler de beaucoup de choses à la fois. Et je trouvais qu'avec ce projet-là, avec d'autres projets, non, à un moment, il faut faire des choix, enfin voilà, faut décider où ça se passe de façon peut-être plus claire. Mais là, pour ce texte-là, c'est évident que c'est un jeu, de toute façon, les mille et une nuits, avec c'est un conte, il n'y a pas d'époque précise, donc on peut jouer avec tout. Et moi, comme mon but était de toute façon de faire beaucoup de jeux intertextuels et de clins d'œil, j'y suis allée vraiment à fond. Et puis Timelapse là-dessus m'a dit oui, oui, tu peux même aller encore plus loin, donc donc je me suis pas privée. Bah, tu as eu raison, puisque ça nous a fait un très beau texte, très... Oui, comme c'est presque un livre d'images en même temps, parce Ah oui, il y a beaucoup de petites scènes, de oui, décors. oui, c'est vrai. Je regarde mes questions, parce que pas que tu répondes à tout avant. Oui, en fait, je voulais la place des hommes Ah, à la dans place ce des hommes. conte, parce qu'il y a le tyran, il y a le Mm. père, il y a les quelques gardes, il y a ce qui se passe dans le café, il y a le compteur aussi. Oui. Euh, alors, les hommes, dans la première version, ils n'étaient pas forcément très présents, même s'il y en avait quelques-uns. Et puis, dans la version réécrite et surtout la dernière version, euh, en fait, il me paraissait important de faire un texte à la fois féministe et en même temps pas vidé des hommes ni anti-hommes, parce que c'est pas du tout mon propos et c'est pas ce que je pense. Et là aussi, bah, chaque personnage a été euh, vu pareil pour euh, jouer avec les attentes du lecteur. Donc le conteur, on s'attend à ce que tout le monde l'écoute, mais pas du tout. Il n'est pas du tout écouté. Voilà, le public s'en fiche. Alors les hommes dans le café sont pas très sympathiques, mais le vizir, qui lui est un personnage normalement terrifiant, pareil avec les idées qu'on a. Mhm.
du vizir, mais qui sont aussi en partie liés à l'image du vizir dans Les Mille et Une Nuits, mais pas seulement. Bah là, j'en ai fait un père plus nuancé. Donc là, on est vraiment plus dans le roman plutôt que dans le conte, puisque Oui, les oui. personnages sont pas des types, mais Mm. sont quand même plus humains. En tout cas, j'ai essayé de les rendre comme ça. Et vraiment, ben là, ça a été pendant le travail de réécriture finale. À un moment, la fin ne nous convenait pas non plus avec Hélène, l'éditrice, et on a changé la fin. Alors, et donc, on a changé la personnalité du tyran. Oui, ça, c'est assez surprenant. Il n'est peut-être pas si tyran que ça, ou voilà. Et ça, j'avoue avoir eu un peu le vertige parce que bah, on change pas la fin des Mille et Une Nuits et de ce personnage-là sans, non, tout simplement parce que moi j'avais l'impression, je voulais à la fois, mais ce texte-là, c'est un hommage aux Mille et Une Nuits et en même temps, je m'émancipe et je prends des libertés avec les Mille et Une Mhm, Nuits. Mais alors, de là à changer la fin des Mille et Une Nuits, forcément, palpitation. Et aussi, ça voulait dire beaucoup de, enfin pas beaucoup, mais en tout cas un certain travail dans tout le texte pour rendre ce personnage cohérent. On peut pas faire twist final, mhm. Ah enfin oui, bien en sûr. tout cas Ouais. twist pourquoi pas, mais Deus ex machina, vous l'avez pas vu venir et hop, je sors de mon chapeau une autre fin, c'était pas possible. Donc c'est vrai que le texte était quand même relativement restreint parce que c'est quand même un travail technique aussi. Voilà, qui était pas si évident. Et puis, voilà, les retours que j'ai font que, voilà, moi, on me fait des retours plutôt positifs, donc je suis contente. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai eu un peu peur de, ah, est-ce qu'on va oser faire ça? Est-ce qu'on va, il y a autre chose qu'on a osé, si on a changé la narration à un moment. Enfin, c'est vraiment je jouais déjà. Je faisais un certain nombre de jeux un peu littéraires sans être mon but était vraiment d'être lisible et pas du tout dans une érudition Mm. aride pour des lecteurs qui seraient moins au courant de la littérature en général et éventuellement des littératures arabes. Mais oui, enfin, on m'a laissé faire des jeux littéraires un peu audacieux et je suis contente que le résultat bah, passe. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Enfin, les lecteurs et Oui, les oui, lectrices me ça font des bons fonctionne. retours. Donc, Oui, oui. je suis rassurée parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce texte. On s'est fait beaucoup plaisir, enfin très plaisir avec la maison d'édition et moi. Mais oui, il fallait aussi que ce soit. Le but était d'en faire un livre pour un public. Donc, voilà, fallait pas que ça soit juste dans notre bureau. Et notamment, voilà, le travail des personnages et des hommes, j'espère, suffisamment nuancés. Le but, parce que sinon, ça aurait été trop manichéen, les femmes contre les hommes et les femmes qui prennent leur liberté par rapport aux hommes qui sont que tyranniques. C'était à nuancer, en tout cas. Même s'il y a une oppression dans cet univers-là, il y a une oppression des femmes par les hommes, hein, quand même. Par un système patriarcal, plus que par les personnages complètement eux-mêmes. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les contes, les personnages, et je pense même dans Les Mille et Une Nuits, les personnages sont rarement approfondis. C'est Oui, d'ailleurs le conte est toujours comme ça, quel qu'il soit, même si on prend les contes bien sûr. français ou traditionnels, le personnage, c'est quelques traits, c'est plus une fonction que Oui, finalement qu'un caractère. Et du coup, toi, tu as réussi à travailler ça pour faire que ce soit romanesque, en fait, et plus juste un conte oui. merveilleux. Bah, c'était vraiment la direction, c'est comment faire du conte un roman. Donc régulièrement, c'était ça, c'était approfondir les personnages, ne pas en faire que des types. En plus, jouer avec les attentes du lecteur. Les relations aussi entre personnages, ne pas faire du merveilleux avec résolution magique facile. Et le génie, justement, il n'est pas du tout là pour faire ce que font les génies dans les contes. Normalement, le génie, soit il résout, soit il pose la perturbation du début. Il arrive et il ruine la vie de du pauvre pêcheur qui a trouvé le génie dans l'objet, quoi. Et là, pas du tout. Il fait d'autres choses. Il est là pour autre chose. D'ailleurs, à un moment, je me suis amusée à mettre dans la bouche du génie, mais en fait, je suis un génie qui sert à rien.
et Oui, oui, il attend le troisième vœu qui n'arrive oui, il attend qui désespérément le n'arrive pas 13e vœu, de oui. chapitre en chapitre. Il attend le Voilà. troisième vœu. Oui. Ça, c'est assez drôle d'ailleurs. Et alors, je regarde encore, je pars mes questions. Ah oui, je me demandais si le merveilleux, donc le genre finalement, t'a servi à, relire la condition des femmes dans ces romans, dans cette histoire-là. Est-ce que c'est une façon d'entrer dans le sujet, dans le thème qui permet des développements que tu n'as pas forcément si tu écris un roman réaliste qui se passe. Ben, peut-être pas le merveilleux parce que enfin, en tout cas, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est pas le merveilleux qui a déclenché ça, c'est plutôt, hem, en fait, le vrai déclencheur, c'est un psychanalyste, Malek Shebel, qui a fait, un livre qui s'appelle Psychanalyse des mille et une nuits, comme, Bettelheim avait fait Psychanalyse des contes de Des fées, contes de fées, oui. Mm. voilà. Et ce livre-là, vraiment, je le lis juste avant de faire le premier projet en 2014 et c'est vraiment le pardon, le déclencheur, la petite étincelle qui allume alors bien sûr, une fascination, pour l'Orient et les mille et une nuits depuis l'enfance, mais qui allume, l'idée alors non seulement j'avais envie de faire un préquel, mais aussi l'idée, la visée un peu, l'ADN un peu du texte qui n'a pas changé, là pour le coup de malgré les réécritures, c'est, d'après Malek Chebel, les mille et une nuits ont été inventées par des femmes. Alors c'est pas du tout prouvé sa théorie, par les spécialistes des mille et une nuits et moi peu importe puisque de toute façon je fais pas un essai, je Mm, fais oui. un récit, de fiction donc Mm. j'ai pris son idée pour, voilà, pour faire mon récit, de fiction, mais j'aimais beaucoup l'idée. Les mille et une nuits auraient été inventées par des femmes, arabes pour, ou indiennes puis arabes, hein, pour se réapproprier un monde et se tailler une place dans un monde où on ne leur fait pas de place. Et ce que j'ai adoré et qui a enflammé mon imaginaire, et mon envie et mon imaginaire tout de suite, c'est, le monde, habituel, c'est le monde des hommes dans un système patriarcal, c'est le jour, Mhm. c'est l'orthodoxie religieuse, c'est la morale et le monde des femmes, c'est forcément la nuit, c'est forcément donc un monde, où tout est permis, où en tout cas elles vont se permettre en fiction, tout ce qu'elles, veulent. Elles vont pouvoir imaginer tout ce qu'elles veulent et donc se réapproprier l'envers du monde. Donc il y a vraiment le côté monde extérieur, monde de l'intérieur, jour, nuit, homme, femme, et comment les mille et nuits seraient une tentative de réenchanter le monde et une forme de puissance dans le monde, contaminant le monde des hommes, mais par l'imaginaire. Bon, moi, forcément, après, ça fait plus de 10 ans que je tourne autour de cette idée-là, qu'elle soit. C'est pas du tout prouvé que ce soit des femmes qui soient à l'origine des contes. Peu importe, mais moi, je l'imagine comme ça. Je fais dire à la nourrice que il faudrait un livre qui raconte, nous, notre vie et en gros nos fantasmes. Et voilà, l'idée est vraiment partie de là, et c'était une façon en effet de revisiter pour moi la condition féminine, bon, en Orient, ou la condition féminine tout court d'ailleurs, le pouvoir de la fiction, forcément avec le personnage de Scheherazade qui est la conteuse mythique par excellence. Oui. Mm. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est pas le premier titre, La nuit sera mon domaine n'était pas le premier titre du premier projet. Il y avait, Hello chassant la nuit qui est aussi un leitmotiv que j'ai utilisé dans le texte. Mais dans les 2 cas, il y a la nuit, l'aube, le jour, il y a toujours ce jeu-là et la nuit sera mon domaine, c'est vraiment, voilà, l'idée de quelqu'un qui va, se tailler un domaine, se s'accaparer, enfin se s'accaparer, prendre, un royaume, un domaine, une place et cetera. Après la version, récente, là aussi la fin a changé et on ne reste pas que sur la nuit non plus. Oui, oui, oui. Mais c'est intéressant parce que
quand on connaît un peu les sociétés orientales, entre guillemets, hein, bon, moi je connais plutôt le Maghreb, c'est vrai que la vie se passe en fin de journée. Mmh. Tous les commerces sont fermés parce qu'il fait chaud dans Oui, tout à fait. l'après-midi et en fait, les gens sortent la nuit et la nuit Mmh. dure, ils passent à table à 11 heures minuit du soir. Donc Oui, c'est vrai que c'est un autre, les Espagnols font pareil, tu me diras, c'est oui, ils c'est sont les pas pays en chauds. Orient. Voilà, mais il y a des pays chauds qui ne le font pas parce que tu vas en Italie, tu le sens pas autant. Mais Et c'est vrai que et la nuit, c'est aussi, ça me fait penser moi à, au samar. Le samar en arabe, c'est la séance de conte, c'est la veillée, on pourrait dire en mmh, français. C'est le moment où on va se poser, on va raconter des histoires, c'est la fiction. C'est aussi le moment où les esprits, les djinns peuvent venir. Donc, et dans l'histoire du titre Les Mille et une nuits, il y a une des explications qui dit que Mille et une nuits, c'est mille et une séances de contes, en fait. C'est pas forcément Mille et une nuits. À la base, ça s'appelait les Mille et un contes ou Mille et une fictions, on va dire, si, pour faire court. Donc il y a cette idée aussi. Scheherazade, elle raconte des contes la nuit. C'est une séance de contes qui, en plus, dans la littérature classique, renvoie à aussi des genres. Dans les Samars, on raconte les fictions soi-disant pas sérieuses. Ça peut renvoyer un peu dans la culture occidentale aux contes de bonnes femmes. On a un peu aussi ce côté-là, avec parfois un regard dépréciatif sur les contes merveilleux qui sont peut-être euh, moins considérés que des histoires heu, plus sérieuses au niveau du Moyen Âge, par exemple, mais même encore maintenant. Moi, quand je me suis intéressée aux Mille et une nuits, il y a, quand même un libraire, je parle de la fin du XXe siècle, hein, je suis pas non mmh plus je date pas non plus d'il y a 200 ans, qui me demande pourquoi, étudiante en arabe, je vais acheter les Mille et une nuits en arabe, quoi. Mais pourquoi je m'intéresse à ce genre de fadaise, pour utiliser un vieux mot, français, quoi? Et donc il y a tout ça et il y a quand même aussi l'idée de, bon, laisse ça peut-être, aux grands-mères, aux femmes, et ça, c'est pour le coup, c'est assez occidental aussi, et d'en faire un instrument de subversion politique, finalement, ça me plaisait beaucoup. Oui, parce qu'il y a ça au fond du roman qui Oui, traverse tout le roman, c'est la tyrannie en fait qui va jusqu'à l'autodestruction finalement, quelque part, puisque ouais, miner de l'intérieur. mm, C'est vraiment comment, dans pareil, les fils directeurs, il y avait, un exil paradoxal, un exil, vers l'intérieur, et aussi une révolte, silencieuse. Je dis pas que je prône pas de révolte silencieuse. Je dis que la protagoniste, elle va vers une révolte silencieuse, et elle va pas vers quelque chose de spectaculaire, de frontal, vis-à-vis de la société officielle et de la société patriarcale, mais elle va miner cette société d'une autre façon, d'une façon originale. bah, Et au, au oui, début, pardon, du roman, la scène qui se passe avec le conteur dans le café, qu'on imagine un peu aussi, d'ailleurs, un peu un cliché égyptien, on oui, les imagine avec leur narguilé devant leur complètement. tasse de thé, et en fait, en train de... elle va pour intervenir, elle est révoltée, puis finalement, c'est là peut-être qu'elle prend conscience qu'il faut qu'elle fasse autrement. Oui, c'est ça. Il y a C'est le ça. Elle elle a envie de se révolter, et est-ce que c'est le bon lieu? Est-ce que c'est le bon moment? Et surtout, autre chose qui a beaucoup traîné dans le travail de réécriture, est-ce qu'elle va être écoutée? Est-ce qu'elle, si elle fait sa révolte là dans le café, quelle va être vraiment, la conséquence? Est-ce qu'elle va être écoutée? Est-ce que ça va fonctionner? En fait, quelle va être l'efficacité de cette révolte là? Et voilà, et donc on sent qu'il y a une prise de conscience et qu'elle va faire, autrement. Mais en même temps, la narratrice plus âgée se pose aussi la question de l'efficacité de son stratagème. Donc il y a vraiment plusieurs, Ouais. heu voilà, plusieurs niveaux de réflexion avec, la Scheherazade mythique, elle garde la parole pour elle-même, et moi, ma Scheherazade, elle va essayer de donner la parole aux autres femmes aussi. Donc, Oui, parce que l'autre est j'ai en rajouté train. un peu de sororité,
dans cette réécriture, récente. Et je ne sais pas s'il existe d'autres littératures avec un personnage comme celui-là ou si c'est vraiment unique, unique. Le personnage de La Scheherazade? littérature mondiale, oui. Alors ça, je sais pas. Je sais qu'elle a fasciné, beaucoup, beaucoup, d'écrivains et d'écrivaines forcément, Mm. puisque c'est la conteuse qui, par un récit, doit sauver sa vie, voire sauver parce que si elle sauve sa vie jour après jour, elle sauvera la vie des autres femmes Oui. et donc la vie du royaume quelque part. Enfin, elle sauve, en tout cas, le fonctionnement du royaume. Donc je sais qu'il y a énormément d'écrivains qui ont il y a Borges qui a été, fasciné aussi, c'est vraiment, bah, du coup, un archétype, je pense, peut-être du littérateur, enfin de la personne qui veut écrire des histoires ou qui veut en raconter à l'oral ou en écrire. Et moi, Mhm. c'est vrai que je suis passée par, plusieurs, phases aussi avec cette Scheherazade dans les carnets. À la fin, en effet, j'explique un petit peu mon rapport, à Scheherazade et moi. Hem, En fait, au début, je la voyais comme une héroïne, la révoltée, qui arrive à tenir tête à un monde d'hommes. Donc c'était la figure, voilà, héroïque. Après, j'ai été beaucoup plus fascinée par la conteuse, surtout à partir du moment où j'écris, forcément. Mhm. Et puis forcément belle et forcément hyper intelligente. Et puis petit à petit, elle est devenue, autre chose et là récemment, donc avec cette année, en effet, une Scheherazade peut-être plus humaine, moins héroïque, moins mythique, mais et puis moins, qui attire moins la lumière qu'à elle. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je fais pour laisser la place aux autres femmes? Est-ce qu'on ne pourrait pas triompher aussi à plusieurs et pas seulement, juste par ma parole? Enfin voilà et c'est du coup Sherazade qui a aussi un peu vieilli et que je trouve, plus plus attendrissante et oui, une Sherazade, aussi qui me ressemble un peu plus, qui a un chat dans la gorge régulièrement, comme moi. Oui, puis en fait, c'est une histoire qui raconte une histoire qui raconte. On est dans le schéma des mille et une nuits, en Ah fait. bah oui, complètement. C'est, Mise tu en as tout abîme, à fait, voilà. voilà, c'est ça. Bon. Bah écoute, on en a un peu parlé, mais en tout cas, moi, je dis que c'était un très beau texte, hein. J'ai beaucoup aimé. J'étais un peu surprise au début. J'étais très surprise à la fin, donc ça fonctionnait complètement. Et donc, bah, écoute, il vient de sortir, il est tout récent. Tu as fait un ou deux salons avec, tu as rencontré des lecteurs et des Oui. lectrices, j'imagine. Oui. Oui, oui, j'ai eu la chance, d'être invitée à l'Ouest Hurlant à Rennes, au festival l'Ouest Hurlant, à Rennes en avant-première. Donc ça, c'était, un grand moment pour moi parce que, déjà la sortie de mon premier roman publié et en plus de pouvoir être invitée tout de suite en festival. Donc c'était vraiment, C'est une belle aventure. ah oui, oui, c'était Mhm. vraiment j'ai eu beaucoup de chance. J'ai quelques dédicaces en librairie aussi et puis, bah, là, les retours que j'ai, alors dans les dédicaces, festival, là, les gens n'avaient pas encore lu, mais les retours qu'on me fait pour l'instant sont très positifs, donc je suis vraiment ravie et surtout, bah, forcément chaque lecteur, lectrice a ses voilà, a son regard, mais je suis vraiment, ravie que ça puisse parler quand même à un public quand même assez large. En tout cas, pour l'instant, des retours que j'ai. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, mais j'avoue que, bah, voilà, je voulais la preuve, que ça fonctionne parce que, heu, oui, j'ai vraiment cherché à surprendre quand même et à dérouter. Ça marche très bien. Mais il faut que Ça ça marche, plaise quand même. En fait, oui. voilà, c'est ça qui était pas simple et que ça plaise à des gens qui connaissent les Mille et Nuits, à des gens qui les connaissent pas. Il y a Heu, des gens qui croient les connaître, comme oui, sans doute nous tous, parce que finalement, oui, oui. On connaît pas beaucoup en fait, les Mille et Une Nuits, c'est pas par exemple, il y a énormément de genres différents. Il y a, des aventures, des combats de chevaliers, des romans de chevalerie à l'intérieur des Mille et Une Nuits. Personne sait ça, enfin, sauf quand on a étudié vraiment les Mille et Une Nuits. Les contes merveilleux, c'est qu'une partie.
Il y a des, fables animalières, alors ça, des fois, on connaît un petit peu. Il y a des récits qui sont faits pour donner des conseils aux princes, comment gouverner, des miroirs des princes. Bon, bah, ça, très peu de gens, si on ne s'est pas penché sur la question Mm. de façon, un peu universitaire quoi, ou technique ou poussée, on n'est pas au courant de tout ça. Il y a vraiment, il y a des récits osés, bon ça, des fois, on est un peu au courant. Il y a de la poésie bédouine, qui est certainement encore plus ancienne que moi que le monde arabe du Moyen Âge. Des romans d'amour qui font, 150-200 pages à l'intérieur des Mille et une nuits. Donc c'est vraiment, très différent. Moi, c'est Enfin, vraiment une œuvre, oui, très, composite, qui est unique finalement. Oui. ouais, Ouais, labyrinthique, c'est même, ouais. c'est pour ça que c'est régulièrement on me dit, j'ai: «Ah je crois que je les ai lus les Mille et une nuits» ou alors: «J'ai pas tout lu des Mille et» non mais en fait personne n'a tout lu des Mille et une nuits, même moi. Donc en général quand on me dit: «Je les ai lus», bon ben, je pense que, on a lu peut-être une version avec quelques contes choisis de je ne sais pas quel traducteur, c'est pas grave, enfin il y a aucun problème, hein. Mais, voilà, c'est quoi les Mille et une nuits? Ou un livre pour enfants et ça s'appelle Les Mille et une nuits et forcément, c'est alors à la base, c'est pas du tout pour les enfants. D'ailleurs, les Mm. versions traduites de l'arabe, très proches de l'arabe, dès les premières lignes, non, 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 faites attention quand vous offrez les Mille et une nuits aux enfants de regarder la version, quoi. Parce que, Ouais, on va offrir Aladdin. oui, voilà, c'est ça. Aladdin Aladdin. qui faisait pas partie des Mille et une nuits à la base, et c'est le français Antoine Galland qui a été chercher cette histoire par l'intermédiaire d'un Syrien qui lui a raconté cette histoire, et c'est Antoine Galland qui a incorporé Aladdin dans Les Mille et une nuits. À la base, ça ne faisait même pas partie des recueils, donc vraiment, bon, c'est Mais tout le monde c'est met un peu à sa là, manière, à sa sauce, hein. là, je feuillette ton livre. C'est pas lui. Non, c'est Sinbad. C'est Sinbad, c'est pas Aladdin. C'est Sinbad que tu Oui, traites très mal au début du roman. C'est assez drôle, mais bon, on va laisser. Sinbad le marin qui n'aime Oui, oui. pas voyager sur mer, et ça, Naviguer, c'est dans ouais. Les Mille et une nuits, hein. Il n'aime pas Oui. voyager sur mer. Non, non. Non, non, mais vu la vie sociale qu'il a, une fois qu'il rentre, euh, voilà. Et en fait, Sherazade l'a vu. Oui, Mais voilà. Et sinon, on arrive au bout, là, qu'est-ce que tu travailles sur quoi, là? Tu l'as plus ou moins cité en commençant oui. tu es parti sur quel projet, là? Alors j'en ai plusieurs, mais vraiment là, le projet actuel, c'est un roman à 4 mains, enfin pas un roman, un recueil plutôt, une anthologie, à 4 mains avec Noémie, Lemos, qui est aussi, chez Timelapse et dans d'autres Mhm. maisons d'édition, et on a fait un Qui voyage a en écrit Hope, voilà, Hope, qui a écrit et Hope, puis Station Symbiose, là, et Station dernièrement. Symbiose, Mhm. donc Hope, Mhm. chez Timelapse et Station Symbiose, chez Critique. Mhm. Et on a fait un voyage en Égypte, en février, toutes les 2 avec, en tête déjà ce projet, et on va écrire, un ensemble de nouvelles, pour avoir différentes visions sur l'Égypte, avec différentes époques historiques de l'Égypte, différents genres de l'imaginaire. Donc là aussi, il y a l'idée de travailler sur les genres avec, de la fantaisie historique, de la science-fiction, un récit fantastico-policier, du merveilleux magique. Enfin voilà, jouer à chaque fois sur différents genres pour se faire plaisir avec l'imaginaire, et différentes visions de l'Égypte, si possible en cassant quelques clichés et en mettant notre voyage en autofiction, où il y aura Alexia et Noémie en Égypte, mais bien sûr, il va nous arriver des aventures. Il y aura peut-être des djinns quand même dans cette histoire-là. Voilà. Donc, plus du fantastique. Mais du coup, ce sont des textes qui seront courts, puisque c'est une anthologie. Oui, voilà, on va faire Ouais. plutôt des nouvelles. Alors là, on est en train de, on est, pardon, on est vraiment dedans. Donc les nouvelles, on ne sait pas encore trop la longueur des nouvelles, mais voilà, il y aura plusieurs nouvelles. Et puis notre voyage par épisode, on va dire. Donc c'est plutôt des textes courts. J'ai commencé un roman d'inspiration plutôt inspiré par El Andalus, donc Mhm. l'Andalousie médiévale arabo-musulmane. Et là, un roman de fantasy adulte avec comme thème qui, enfin, qui traite de la radicalisation religieuse.
Donc ça, c'était un projet qui a été un peu mis de côté, pour le travail, que j'avais à faire, pour La nuit sera mon domaine, mais Mmh. que je compte bien, reprendre cet été si je peux. Et puis, j'ai aussi en vue 2 projets d'anthologie, enfin de participation à des anthologies, mais ça, ce sera plutôt, en 2027. Une nouvelle aussi qui va paraître, bientôt, numériquement au Vagabond du rêve, donc Et oui, bon, ouais. voilà. J'étais très heureuse de l'avoir reçu, que tu nous l'aies proposé. Tu peux dire son titre d'ailleurs? Oui, Mmh. ça s'appelle Le chant des rivières, donc Voilà. inspiré de la culture berbère et des tatouages, des femmes berbères, Mmh. avec, toujours l'idée de la voix, hein, quand même, qui revient souvent. Une voix un peu, source de magie et de Oui. puissance. Mmh. Bah, écoute, là, on va la lire aussi. Donc voilà, écoute, on a fait un peu le tour de tes projets. En tout cas, tu as du travail. Je ne sais pas si ton mi-temps suffira à écrire, mais en tout cas, j'espère qu'on va te lire bientôt. Et puis, puis je pense qu'aussi écrire avec quelqu'un, ça doit être assez fascinant comme, comme Ouais. expérience, non? Oui, 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 c'est vraiment, très sympa. Après, c'est pas tout enfin, là, pour l'instant, on n'est pas dans les difficultés, mais Mmh. j'imagine qu'il va y avoir un moment, il faut qu'on arrive quand même à ce que le tout tienne et avec, peut-être des styles différents aussi. Mais le fait de partir déjà sur des nouvelles, des épisodes, ça fait qu'on va pouvoir garder aussi notre façon d'écrire qui est, un peu différente, Noémie et moi. Et moi, ce que j'adore, c'est que, on écrit aussi déjà pour une lectrice. En fait, quand on écrit, le petit épisode ou la nouvelle, on sait déjà que la co-autrice va être la première Ah oui, mmh, c'est vrai. lectrice. Donc, il y avait déjà ce travail Mmh. avec Timelapse, la maison d'édition. Moi, je voulais être publiée pour avoir un lectorat, mais aussi pour travailler pas toute seule, travailler Mmh. avec des interlocuteurs, des interlocutrices, ne pas être que dans, enfin, j'aime bien être dans mon monde, mais pouvoir, ne pas attendre forcément 2 3 ans que le texte trouve, quelqu'un pour Preneur, oui. le lire, voilà, preneur. Mmh. Et bah, là, de le faire, vraiment, presque quotidiennement, c'est très motivant. Et puis on regarde dans la même direction avec Noémie. Et puis en plus, bah, là, c'est lié à un voyage en commun, donc à une aventure, humaine et littéraire, commune, donc c'est vraiment super. J'aime beaucoup. Voilà. Oui, c'est intéressant. J'aimerais bien voir ça. J'espère que ça va bien aboutir parce que vous avez vraiment des styles très différents, des Oui, personnalités très différentes. Qu'est-ce que oui. ça va donner en écriture à quatre Ouais. mains? Bah, on c'est pour ça qu'on n'est pas Mmh, parti sur une histoire, comme mmh, d'autres peuvent faire mmh, avec, un chapitre chacun ou un mmh. fil narratif, chacune. Et parce que je sais pas moi si techniquement je suis capable, de faire ça. De tenir, oui. Ouais, de le tenir. Mmh, Et je pense que vraiment on démarre sur, des styles, différents. Et Noémie va être beaucoup plus dans l'aventure. Et moi sur des choses aussi un peu plus, enfin, ça veut pas dire que je sais pas écrire de l'aventure, mais sur un rythme qui est un peu différent aussi. Donc là, au moins, on va garder un petit peu quand même nos personnalités et notre façon d'écrire, mais voilà, en se mettant d'accord, quand même sur oui, une œuvre commune. oui, oui, bah, écoute, moi je l'attends, hein, parce que c'est toujours fascinant de de voir les gens travailler ensemble. Oui, puis avec un Oui. regard sur l'Égypte, aussi, moi j'y suis allée un certain nombre de fois et Noémie a découvert pour la première fois cette année. Donc on met en scène ça, cette différence de regard de 2 occidentales quand même. On reste des Françaises qui débarquent en Égypte, même si moi je parle un petit peu le dialecte égyptien, je me débrouille, j'y suis allée vraiment un certain nombre de fois. Je reste quand même une étrangère, enfin, je reste quand même une touriste, quand je vais en Égypte, mais c'est pas la même touriste que Noémie qui débarque et qui voit, l'Égypte pour la première fois. Donc on s'amuse, voilà, on se met en scène aussi là-dessus. Et ça permet de travailler un peu comme avec La nuit sera mon domaine, quand même les visions, les Mmh. biais qu'on peut avoir sur un pays. Et ça, notre but aussi est de, prendre, de la distance avec, le regard fasciné justement du français, notamment vis-à-vis de l'Égypte. Encore une fois, je pars de là, forcément, parce que c'est peut-être ça pour ça que j'ai choisi Mmh. l'égyptien, mais on va essayer de dépasser tout ça. Et Ça là, veut pas ça dire sera, que excuse-moi, ça sera l'Égypte contemporaine bah, ou non, alors quand fin dans notre 19e récit, siècle, forcément, oui.
Notre récit de voyage, c'est l'Égypte contemporaine, donc on va essayer Mmh. de parler un petit peu de ce qu'on connaît de l'Égypte contemporaine, sans vouloir, bah, justement avoir un regard, arrogant, et postcolonial de: «On va vous expliquer l'Égypte», nous qui ne sommes pas égyptiennes. C'est pas du tout, le but. Mais on va parler à la fois un petit peu de l'Égypte contemporaine, mais aussi des différentes époques et des époques, par exemple, qui sont moins connues, comme l'Égypte des Mamelouks. Voilà, moi je fais une fantaisie historique sur, l'histoire d'une sultane, à l'époque, des Mamelouks et c'est pas du tout connu et bon forcément après, on remet de c'est de l'imaginaire, hein, donc on va mettre, Ah bah, c'est de l'intérêt de cette de la de magie, de cette la écriture, fiction. oui. Sinon ce serait de l'histoire et c'est pas Exactement. forcément notre, Voilà, mais et puis, propos. Noémie, elle, va réfléchir à une science-fiction, à l'Égypte, à une réflexion sur, Égypte du futur et ça, je trouve ça intéressant aussi. Et juste pour conclure par curiosité, vous êtes allés où en Égypte à part le Caire? Vous avez un peu circulé? Alors moi, sur ce voyage-là, c'était que le Caire. Et Noémie après a prolongé le voyage, et est allée dans le sud, pour visiter les temples, le Ah côté, oui, plus, Égypte, Égypte antique, antique. ouais. Mais moi après je suis allée dans pas mal de régions, en Égypte, le Caire, Alexandrie, le sud, Hurghada, Dahab, il y a que l'oasis de Siwa que je connais pas et puis le milieu, le centre de l'Égypte est assez déconseillé au tourisme donc c'est pas voilà, c'est une région que je connais pas mais on peut pas circuler partout non plus en Ah Égypte, oui. surtout en tant que femme seule, même si on peut aller au Caire en tant que femme seule, c'est faisable aussi. Là, c'est pareil, ça fait partie des idées reçues qu'on peut avoir dans un sens comme dans un autre, quoi. On peut pas tout faire et en même temps, on peut quand même faire des choses. Bah, écoute, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci de tout cas de nous avoir parlé de La nuit sera mon domaine, parce que c'était ça. Puis je vois que tu continues à tirer le fil effectivement du conte pour aller toujours plus loin en Orient. Et en tout Oui. cas, et puis voilà. Donc je te remercie beaucoup de ce moment passé avec nous. Et ben, merci beaucoup, de ce moment-là. C'était vraiment, c'est passé très, très vite. C'était très sympa de voilà, de parler du roman, avec Oui, toi. oui, que je vous recommande de lire, qu'on trouve en librairie. C'est les éditions Time Lapse. Et je pense qu'on peut le trouver dans toutes les librairies de France, en tout cas. Bah, en tout cas, il y a une centaine Mm. de librairies, partenaires et après on peut demander dans d'autres librairies, On peut pour le les commander. commander, oui, oui, tout Oui. à fait. Bah, écoute, au revoir, Alexia Seda, et à très bientôt, alors, pour d'autres littératures. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir, Dunia. revoir.